Vous êtes sur Télé 50, c'est l'heure du grand rendez-vous d'actualité, le journal, et moi, très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Situation sécuritaire au Nord Kivu, 38 rebelles de l'ADF NALU ont été présentés ce jeudi à la presse. Selon le renseignement militaire, ces rebelles et terroristes ont été capturés. D'autres se sont rendus face à la pression des FARDC à Beni dans le cadre de l'opération Sokola 1. Parmi ces 38 rebelles, l'on compte 23 Ougandais, 4 Kenyans, 10 Congolais et un Tanzanien. Il est congolais et originaire de Butembo, marié et père de 6 enfants, mais il s'est converti dans les mouvements rebelles des ADF NALU. Comme lui, le premier échantillon des 38 ADF NALU a été présenté à la presse ce jeudi. 23 Ougandais, 4 Kenyans, 10 Congolais et un Tanzanien. Mais à la question de savoir pourquoi ces ADF s'en prennent à la population civile, cet Ougandais ADF a du mal à répondre. Balbutiement. Enfin, il parle. Moi, j'ai été recruté et trompé, que j'aurais étudié aux États-Unis. Ils m'ont appris à manier l'arme et à tuer. Après les massacres de Beni, plusieurs de ces ADF NALU ont été capturés. Soit ils se sont rendus face à la pression militaire des FARDC. Selon toujours les renseignements militaires, ces ADF ont perdu leur itinéraire et seraient tous en cavale. Les calmes est revenu certes, mais les opérations de ratissage se poursuivent sans faille. Et dans le même registre, sachez que le ministre de l'Intérieur a regagné le Nord Kivu après le soulèvement de la population de Beni contre la MONUSCO. Accompagné du gouverneur de cette province, Julien Paloukou, Richard Mouyej a rencontré ce jeudi la société civile. Cette réunion, qui a été élargie aux leaders des jeunes de Béniville et territoires, avait entre autres pour objectif apaiser les esprits surchauffés. Ils se sont rassemblés à Mavivi, devant la base de la MONUSCO, non loin de l'aéroport de Beni. Ces jeunes gens se plaignent de la recrudescence de l'insécurité qui a causé mort d'hommes dans cette partie de la République. Orgueilleux formulé contre la mission des Nations Unies à RDC, notamment l'immobilisme face aux attaques répétées des ADF NALU qui ont causé la mort de plus de 80 personnes, le chef de bureau MONUSCO Beni rassure. Il y a ceux-là qui pensent que la MONUSCO pourvoit en armes les ADF NALU. Ça c'est faux. C'est faux également. La MONUSCO ne collabore pas avec ces rebelles ougandais. Pour le retour effectif de la paix, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguez-Mans, assisté du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukou, a écouté les jeunes de Oichambao, localité située à plus ou moins 30 km au nord de Beni. Ils sont venus lui exprimer leurs préoccupations, résumées dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. On accuse certains agents qui sont dans la MONUSCO qui seraient des mèches avec l'ennemi. La réponse du ministre, c'était qu'il y ait un cadre de concertation qui sera réalisé entre la société civile, entre les autorités politico-administratives et la MONUSCO, un cadre qui sera permanent. Ce cadre sera en train d'évaluer chaque jour les actions pour que la confiance entre la population, la confiance entre le gouvernement et la MONUSCO puisse encore être rétablie. Le membre de la délégation interinstitutionnelle, gouvernement de la République et Parlement ont échangé sur les données récoltées sur le terrain pour une solution durable devant conduire au rétablissement total de la paix. Les nouvelles à l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Aubin Minakou, a échangé avec le président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc au Palais du Peuple. Au centre des échanges, la mise en place des chambres d'amitié entre le Maroc et la RDC. Partenaire de la RDC dans plusieurs domaines, les Royaumes du Maroc envisagent le renforcement de la coopération, surtout sur le plan économique. L'hôte d'Aubin Minakou a affirmé cela au sortir de l'audience lui accordée par le président de la Chambre basse du Parlement congolais. C'est jeudi au Palais du Peuple. Nous avons beaucoup de choses à voir ensemble. D'abord renforcer les relations entre les deux parlements, créer des groupes d'amitié pour continuer à renforcer, à irriguer, à nourrir ces relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays.
rehausser le niveau des relations économiques et commerciales au niveau des relations politiques nouées, dynamisées, tracées par Sa Majesté le roi Mohamed VI, le président, son excellence le président Joseph Kabila. Du 29 au 2 novembre, à Rabat au Maroc, se tiendra la 37e conférence et 65e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Mohamed Cheikh Bradila a confirmé l'invitation adressée au président de l'Assemblée nationale, Obemina Koundiala Ndioko, qui devra prendre part à ces assises. J'ai réitéré l'invitation à monsieur les présidents pour assister à la conférence, 37e conférence des parlements, de l'Union des parlements africains qui va avoir lieu à Rabat dans quelques jours. Depuis toujours, le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo entretiennent des bonnes relations et les rapprochements entre les deux parlements devra favoriser la mise en œuvre de plusieurs projets d'intérêt commun. C'est là pour le bien-être de la population congolaise. Parlons à présent de la situation actuelle du virus Ebola en République démocratique du Congo. Selon les statistiques du ministère de la Santé, il n'y a pas de nouveaux cas. Le cumul des cas s'élève à 67, dont un suspect, 28 probables et 38 confirmés. Et sur ce nombre, il y a 21 décès et 17 cas guéris. Et dans ce cumul de décès, on note 49, dont 28 probables, 21 confirmés. Et le cas confirmé remonte au 4 octobre. Un cas est donc à suivre à Boendé et 5 à Lokolia. D'après le ministère de la Santé, ces derniers contacts seront tous déchargés le 25 octobre et la fin probable de l'épidémie sera projetée 25 jours après, soit le 15 novembre. Parlons justice avec la confirmation de la liberté provisoire de 4 suspects proches de Jean-Pierre Bemba, notamment Fidel Babala. Ils ont été libérés de la garde de la Cour pénale internationale suite à la décision de la Chambre préliminaire 2 ordonnant leur mise en liberté provisoire. Les suspects devront toutefois comparaître devant la Cour si les juges les demandent. L'invité dans ce journal, Jérôme Sekana, journaliste économique mais aussi directeur général de l'agence Galaxy Media. Avec lui, on va faire le point sur la réhabilitation du vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique. Bienvenue. Merci. Alors, première question, pourquoi il était suspendu et que s'est-il passé pour qu'il soit aujourd'hui réhabilité? Vous savez, au niveau de la Banque mondiale, on ne badine pas avec l'honneur, l'intégrité et tout. Tout à fait. Eh bien, il y a une information qui était arrivée jusqu'au conseil d'administration de la Banque mondiale qui disait que M. Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, était en train de battre campagne avec l'argent de la Banque mondiale pour se faire élire très prochainement comme président du groupe de la Banque africaine de développement. Donc il était candidat. Et comme il ne pouvait pas utiliser l'argent de la Banque mondiale pour ce faire, eh bien, le numéro 1 de la Banque mondiale, Jim Young Kim, a décidé de le mettre en touche avant de désigner bien sûr une commission d'enquête qui a fait le tour de l'Afrique. Et cette commission d'enquête est rentrée et a démontré noir sur blanc que, en tout cas, il n'en était pas question, et surtout que le gouvernement sénégalais, pendant que nous étions aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI dernièrement à Washington, avait déjà fait passer un communiqué selon lequel, en tout cas, le Sénégal ne va pas soutenir la candidature, ne va pas présenter Makhtar Diop comme candidat au poste du président du groupe de la Banque africaine de développement. Et parce que le gouvernement s'est prononcé de cette manière-là, et on a constaté qu'il y avait beaucoup de mensonges, beaucoup de rumeurs dans ce qui a été dit, eh bien, le président du groupe de la Banque mondiale a décidé de lever la mesure, parce que jusque-là, Makhtar Diop était affecté au cabinet comme conseiller, et maintenant là, il reprend ses fonctions le 27 octobre prochain, c'est-à-dire le lundi, et il est fort possible, d'après les coups de fil que je viens de recevoir tout de suite avant de monter sur votre plateau, qu'il puisse accompagner le président du groupe de la Banque mondiale ainsi que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en Éthiopie. Ça sera le lundi prochain. Et aujourd'hui réhabilité, qu'est-ce que l'Afrique peut attendre de lui? D'abord, il faut reconnaître que c'est un grand technicien, ce monsieur. Vous l'avez vu venir ici. Bon, c'est un monsieur qui travaille bien.
il connaît ce qu'il fait, il connaît très bien l'Afrique, il était ministre des Finances au niveau du Sénégal et il accompagne le gouvernement congolais. Nous devons reconnaître aujourd'hui que le portefeuille de la Banque mondiale se chiffre à plus de 3 milliards de dollars américains répartis sur 18 projets et nous allons basculer bientôt sur 25 projets. Et lui, en tant que vice-président de la Banque mondiale en charge de la région Afrique, a tout fait pour apporter la contribution de la Banque mondiale au développement de la République démocratique du Congo. Dernière question, qu'est-ce qui se passe actuellement à la direction des opérations de la Banque mondiale pour l'RDC et le Congo-Brazzaville? Écoutez, ce qui est vrai est que pour le moment, M. Estachoyoro, je l'ai laissé à Washington, il en est de même avec Pape Diam. Ce qui est vrai est qu'on a vu une commission du conseil d'administration chargé d'intégrité qui est venu ici. Il y a bien sûr des petits problèmes, il est fort possible. Pour le moment, j'ai vu, quand j'étais à Washington, que M. Estachoyoro s'occupe maintenant, il est le conseiller principal de Mactar Diop, maintenant au niveau du département Afrique de la Banque mondiale. Donc il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées sur la gestion de l'argent de la Banque mondiale au niveau de la direction des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. En tout cas, ça vaut le coup. Merci Jérôme Sekana. Je rappelle que vous êtes journaliste économique et directeur général de l'agence Galaxy Media. Autre chose à présent, la majorité présidentielle se dit rester fidèle à son autorité morale, Joseph Kabila. Cette plateforme informe aussi l'opinion publique qu'il n'existe pas en son sein une structure dénommée Majorité nationale pour la République et toute initiative de ce groupe n'engage pas la majorité. On écoute à ce sujet le porte-parole de cette plateforme. Le secrétariat général de la majorité présidentielle porte à la connaissance de l'opinion publique qui n'existe pas au sein de la majorité présidentielle une structure dénommée Majorité nationale pour la République. La structure Majorité nationale pour la République a, par sa note d'invitation officielle numéro 12, lancé des invitations à quelques responsables de la majorité présidentielle à une manifestation qu'elle comptait organiser le samedi 18 octobre 2014 dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Toute initiative quelconque de ce groupe n'engage nullement la majorité présidentielle qui demeure une et unie derrière son autorité morale, son Excellence Joseph Kabila Kabange. L'Union nationale de la presse du Congo, ville de Kinshasa, que dirige actuellement Jean-Marie Kassamba, tiendra sa première assemblée plénière ce vendredi 24 octobre au Grand Hôtel Kinshasa. Justement, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jérôme Okitamboulou, secrétaire provincial de l'UNPC Kinshasa. Bienvenue. Merci. Alors, dites-nous quel est le but de cette première assemblée plénière? Le but de cette première assemblée plénière de l'UNPC Kinshasa, c'est d'abord de mobiliser les professionnels de médias pour reconnaître leur métier, puis s'intégrer dans leur corporation, et puis faire voir au comité national que la ville de Kinshasa a déjà une section provinciale qu'on doit présenter à tous ses membres demain vendredi au Grand Hôtel. Et qui sont concernés par cette plénière? Cette plénière concerne pas tous les journalistes de Kinshasa, y compris les étrangers et les nationaux. Et pourquoi appelez-vous les médias étrangers résidant à Kinshasa alors que c'est une union des journalistes congolais? Oui, c'est puisqu'ils gèrent c'est Kinshasa qui gère la presse de Kinshasa, la RDC à travers ces organes qui sont à Kinshasa. Ils doivent d'abord faire leur rapport à Kinshasa. Avant d'atteindre l'union nationale, ils sont d'abord à Kinshasa. C'est comme qui dirait la ville de Kinshasa est d'abord le gouverneur, et puis les ministres viendront après. D'accord. Merci Jérôme Okitamboulou. Vous êtes secrétaire provincial de l'UNPC Kinshasa. Merci. Venons-en à présent aux nouvelles de l'entreprise Kibali Gold Mines. Retenez que l'équipe dirigeante de cette grande firme minière a fait le déplacement de l'université de Kinshasa sur invitation des étudiants du département de géologie regroupés au sein de Géosciences. Une conférence au cours de laquelle les questions liées aux activités minières de l'entreprise Kibali ont été abordées sans complaisance. D'entrée de jeu, Marc Bristow, président exécutif de Randgold, fait une présentation sommaire de Randgold. Being considered
Son exposé retrace la petite histoire du projet aurifère en République démocratique du Congo, mais également les défis auxquels son entreprise a eu à faire face. Deuxième moment fort de cette rencontre, c'est l'exposé d'une ancienne étudiante de cette université, mais aujourd'hui agent